Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. Le Conseil de sécurité de l'ONU se penche sur un éventuel renouvellement du mandat de la MINUSMA. L'organe onusien devra se prononcer sur le sujet lors d'un vote prévu le 29 juin prochain. Un vote qui intervient dans un contexte de dégradation sécuritaire et humanitaire. Focus sur l'accord d'exploration pétrolière dans la zone économique exclusive des Seychelles, un partenariat scellé en mai dernier entre les autorités et la société Adamantine Energy Ltd. Et puis un ouvrage pour sensibiliser la population à la question des mariages précoces. C'est la démarche entreprise par l'écrivaine et militante tchadienne Mounakali Missougi, auteure d'Enfance perdue, rêves brisés. Les détails à suivre dans ce journal. Mais tout d'abord, la mort de 8 gendarmes au Niger. D'après les autorités, ils sont décédés ce 14 juin lors d'une mission de sécurisation à Waraou, localité du département de Gotei, située au sud-ouest du pays. Une offensive qui a aussi fait une trentaine de blessés. Dans un communiqué, le ministère de la Défense précise que l'assaut a été mené par, je cite, des groupes armés terroristes au guidon de plusieurs dizaines de motos et de véhicules. La même source affirme par ailleurs qu'un renfort terrestre et aérien a permis de mettre en déroute l'ennemi. L'actualité, c'est aussi l'insécurité qui reste vive dans l'est de la République démocratique du Congo, alors que la région est secouée par des affrontements entre l'armée et les rebelles du mouvement du 23 mars. Les autorités ont de nouveau haussé le ton à l'encontre du Rwanda. Dans un communiqué paru le 14 juin, le ministère de la Communication et des Médias, je cite, condamne la participation des autorités rwandaises dans le soutien, le financement et l'armement de cette rébellion. Des propos fermes qui interviennent au lendemain de la prise de la localité de Bunagana par le M23, une localité du territoire de Rutshuru située dans la province du Nord Kivu. Rappelons que le 5 juin dernier, le président Félix Tshisekedi avait affirmé n'avoir aucun doute quant au soutien apporté par le Rwanda au M23. L'ONU procédera-t-elle au renouvellement du mandat de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali? La question était au cœur d'une réunion du Conseil de sécurité ce 13 juin. Alors que le mandat de cette mission expire à la fin du mois, l'organe onusien doit se prononcer lors d'un vote prévu le 29 juin prochain. Plus de précisions dans ce sujet de Philomentine. La question du maintien ou non de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali, MINUSMA, se pose actuellement avec acuité. Au Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies, l'organisme qui a examiné ce lundi 13 juin la question de prolongation du séjour des casques bleus au Mali, pays confronté au djihadisme, va se prononcer par vote le 29 juin prochain. La décision de renouveler ou de non renouveler le mandat de la MINUSMA intervient dans un contexte de stabilité essentiellement dans le nord du Mali et dans le centre de la région de Mopti en raison des opérations militaires en cours. Donc ce non renouvellement intervient dans un contexte où nous sommes aujourd'hui dans l'impasse avec le J5 Sahel aujourd'hui. Donc la MINUSMA pourrait intervenir comme étant une alternative crédible dans le cadre de l'interconnexion des renseignements militaires entre les fuseaux Est et les fuseaux Ouest en tant que tels. Les membres du Conseil de sécurité de l'ONU ont exprimé leurs inquiétudes face à l'augmentation des violences civiles au Mali. Les auteurs présumés de ces agissements seraient des membres tant des groupes extrémistes que des forces de sécurité maliennes positionnées dans le centre du pays. En outre, 7,5 millions de personnes auraient besoin d'assistance humanitaire à travers le pays, selon les estimations sur la situation humanitaire au Mali en 2022. Dans l'architecture du mandat de la MINUSMA, les opérations de maintien de la paix se déroulent essentiellement au centre et dans le nord du Mali. Alors que face aujourd'hui à la pression des opérations militaires en cours, dans le centre et dans le nord, les groupes djihadistes de plus en plus, à travers les attaques répétées, se sont déplacés vers les régions du sud-est. Donc voilà autant d'éléments qui peuvent justifier aujourd'hui la redéfinition dans un cadre conceptuel géostratégique de ce mandat qui doit pouvoir couvrir non seulement les régions du nord et du centre, mais également certaines régions, évidemment dans le sud. Présente au Mali depuis 2013, la MINUSMA compte actuellement près de 15 000 casques bleus et policiers. Toutefois, son mandat expire le 30 juin 2022.
Réaliser le potentiel de la zone de libre-échange continentale africaine dans l'ère post-Covid-19, tirer parti du pouvoir de la jeunesse, c'est le thème des 29e assemblées annuelles de la Banque africaine d'import-export qui se sont ouvertes ce 15 juin en Égypte jusqu'au 18 du même mois. Ces sessions regrouperont des hauts dirigeants ou encore des universitaires. Nous retrouvons sur place nos envoyés spéciaux Mildred Diamou et Narcisse Oum. Les 29e assemblées annuelles de la Banque africaine d'import-export Afreximbank se sont ouvertes ce 15 juin 2022 ici au Caire, en Égypte. Sous le haut patronage du président égyptien Abdel Fattah al-Sisi, cette réunion a vu la participation de plusieurs économistes chevronnés du continent et responsables gouvernementaux, notamment les ministres des Finances et gouverneurs de banques centrales de plusieurs pays, ainsi que le président de l'Afreximbank, le professeur Bénédicte Okeorama. Bien que la ZLECAf soit en théorie opérationnelle depuis le début de l'année, dans la pratique, aucun échange n'a eu lieu selon les termes en raison des discours politiques continus. Les dirigeants africains risquent de gâcher la promesse d'un commerce plus libre. Africa's leaders risk squandering the promise of freer trade. La 29e assemblée annuelle d'Afreximbank qui se déroule du 15 au 18 juin 2022 se tiennent sous le thème « Réaliser le potentiel de la zone de libre-échange continentale africaine ZLECAf à l'ère post-Covid-19, tirer parti de la force de la jeunesse ». La rencontre devra explorer des pistes pouvant impliquer davantage la jeunesse africaine afin de débloquer véritablement le potentiel de la ZLECAf. Ces assemblées offrent une occasion unique aux parties prenantes des secteurs publics et privés de soutenir le développement du commerce sur le continent. L'importance que revêt cet événement reflète la conviction du gouvernement égyptien au plus haut niveau que les missions et les affaires africaines sont en tête de l'agenda. Personnellement, j'en suis très content. Au niveau de la Banque centrale, nous avons été très impliqués dans les conventions et événements africains aux côtés des institutions africaines. Précisons que les assemblées annuelles d'Afreximbank se tiennent en présentiel pour la première fois depuis le début de la pandémie de Covid-19 en 2020. Mildred Diamou et Narcisse Oum en direct du Caire en Égypte pour Africa 24. Les Seychelles célébreront le 29 juin prochain leur fête nationale. Pour l'occasion, retour sur l'accord conclu en mai dernier entre les autorités et la société Adamantine Energy Limited. Un accord relatif à l'exploration pétrolière de la zone économique exclusive de l'archipel où les ressources ont été évaluées à 500 millions de barils de pétrole. Nathalie. En 2022, les Seychelles ont autorisé l'exploration pétrolière dans la zone économique exclusive de 396 000 km² au nord de l'État insulaire. Des études sismiques d'1 mois sont nécessaires pour déterminer la présence de réserves pétrolières dans un bloc d'exploration connu sous le nom de Junon, à 115 km au sud-est de l'île principale de Mahé. Selon le président Wavel Ramkalawan, les ambitions pétrolières des Seychelles s'inscrivent dans le cadre de l'économie bleue promue par le pays. Cela apportera un autre régime de revenus qui sera bienvenu, mais cela ne devrait pas changer notre stratégie économique. Nous sommes également très conscients des perspectives environnementales. Nous mettons donc en place des régimes très stricts sur la façon dont cela peut être exploré. L'exploration pétrolière dans le plateau des Mascareignes est source de tensions historiques entre les Seychelles et l'île Maurice dans l'océan Indien. Cependant, les deux pays ont réactivé le mécanisme de juridiction conjointe, un traité signé entre les deux pays en 2012. En cas d'exploration pétrolière positive, cet accord prévoit un partage équitable des revenus entre les deux États insulaires. Nous avons pris la décision d'opter simplement pour le partage des bénéfices. Nous avons simplement dit que cette zone sera co-gérée par les deux pays. Toutes les ressources seront réparties équitablement. C'est la base de cet accord historique qui nous permet aujourd'hui de proposer des idées très innovantes sur la façon dont nous pouvons développer cette zone. Des premières études sismologiques ont été menées en toute discrétion en 2014 aux Seychelles. Elles ont été abandonnées en 2016 quand le prix du baril du pétrole est descendu. Ces études préalables ont estimé à 500 millions de barils les réserves pétrolières probables des Seychelles.
Nous nous envolons à présent pour l'Afrique du Sud à la découverte de l'entreprise Green Scooter. Alors que le pays connaît actuellement une flambée des prix du carburant, la société propose aux citoyens des véhicules électriques. Une alternative qui se veut éco-responsable mais qui se heurte au défi de l'approvisionnement en énergie dans un pays où les délestages surviennent fréquemment. Océane Kouassi. Un scooter électrique à 3 roues prenant l'apparence d'une automobile. C'est ce que propose Fedzile Dlamini, créateur de Green Scooter, une alternative éco-responsable censée aider les consommateurs durement touchés par l'inflation du prix du carburant. Un service destiné à l'usage personnel, mais pas seulement. L'entreprise pourvoit également des services de livraison de restauration rapide à domicile. Les gens peuvent utiliser les véhicules pour générer un revenu et ramener plus d'argent à la maison parce qu'ils n'ont pas ces problèmes d'essence. Une solution qui semble tomber à pic alors que le prix de l'essence et du diesel ont augmenté de 30% au cours des 12 derniers mois. Cependant, le recours à l'électrique n'en reste pas moins un défi en Afrique du Sud, où l'approvisionnement en énergie fait parfois l'objet d'incertitudes. Depuis 2007, le pays est en proie à des pénuries d'électricité, entraînant des coupures à répétition. Une réelle difficulté pour l'entreprise Green Scooter. L'alimentation est un problème. Ça a une incidence sur mes ventes. Les gens sont inquiets et disent « Et si je vais à cet endroit et qu'il n'y a pas d'électricité ?» Donc, quand j'ai créé l'entreprise, je l'ai bâtie en mode survie et j'encourage toujours mes clients à penser ainsi et à réfléchir à une alternative. Certains ont acheté leur propre batterie d'alimentation. Les gens s'en servent et ont littéralement le pouvoir entre leurs mains. Depuis son lancement en 2018, l'entreprise sud-africaine a vendu 60 véhicules. Le marché, qui connaît un plein essor grâce à la hausse du prix de l'essence, reste cependant limité en raison des défis énergétiques auxquels fait face l'Afrique du Sud. Une situation qui pose la question de l'avenir du scooter électrique dans un pays encore dépendant de l'énergie pétrolière. En 2017, 4 millions de filles ont été mariées avant leurs 18 ans en Afrique. Pour lutter contre ce phénomène et l'impact qu'il engendre, l'écrivaine et militante tchadienne Mouna Kalimissougi appelle à une prise de conscience dans son ouvrage Enfance perdue, rêve brisé. Un livre consacré au parcours d'une certaine Draya. Notre correspondant Mahamat Ramadan est allé à la rencontre de l'auteur. Dans son ouvrage intitulé « Enfance perdue, rêve brisé », l'écrivaine Mouna Kalimissougi dénonce le phénomène de mariage forcé imposé aux jeunes filles dans certaines cultures traditionnelles africaines. L'auteur dénonce cette pratique qui affecte la scolarisation des filles et surtout leur état de santé physique et mentale. À travers ses récits, l'écrivaine appelle à une prise de conscience collective face à ce phénomène silencieux antiprogressiste. Ce n'est pas un phénomène qui doit rester ici au XXIe siècle. Le monde a avancé. La jeune fille tchadienne et africaine doivent aussi changer leurs rêves, leurs ambitions. Nous devons lutter pour le mariage des enfants, ensemble. Je demande au gouvernement de chaque pays africain de disposer des lois et des politiques pour éradiquer définitivement le mariage des mineurs, parce que cela impacte sur leur santé, leur éducation. Pour l'écrivaine Mouna Kalimissougi, le combat pour l'émancipation des jeunes filles et des femmes africaines n'aura son sens que si la génération actuelle des intellectuels africains se sent concernée. Elle estime que l'éducation des jeunes est le début de la fondation d'une société plus juste et plus responsable vis-à-vis de la gente féminine. Je lance un cri d'alarme à la jeunesse africaine en général et à la jeunesse tchadienne en particulier de se baser et focaliser sur la lecture et surtout sur l'éducation, parce que l'éducation est l'arme plus puissante pour combattre. Je leur demande ensemble, nous tous, la jeunesse africaine, il faut aller de l'avant. Ensemble, nous devons être les soldats du développement et les armes de la paix pour l'Afrique. Dans son roman de 96 pages, l'auteur retrace l'histoire tumultueuse de Draya, une fille de 10 ans pleine de vie qui perd la joie de l'enfance quand elle est donnée en mariage malgré elle. À cause de ce mariage forcé, elle doit abandonner ses études et ses rêves pour embrasser le monde des adultes dans lequel elle ne connaîtra nullement le bonheur. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'actualité continue sur Africa 24.